BioAgri, bonjour, en direct des plans de Roumy sur la commune de Comté, pas de Vétro, en compagnie de Benoît Huzer. Vous voyez le décor, on est vraiment dans la thématique du jour, agriculture de montagne, et on va un petit peu discuter là autour. Il y a tellement de choses à dire, mais on va se concentrer sur quelques aspects. Donc, bonjour Benoît. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta ferme parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est très très diversifié, mais voilà, qu'est-ce que tu fais en fait comme agriculteur là, de montagne ici? Alors ouais, une exploitation assez diversifiée, ouais, une ferme bien diversifiée avec des cultures déjà, de la vigne, avec dizaines de cépages différents, des arbres, donc des pommiers, un peu d'abricots, bon cette année, voilà. Et après du bétail aussi. Alors j'oublie encore les plantes aromatiques en culture, bien sûr, qu'on ira voir tout à l'heure, n'est-ce pas? Et du bétail, donc les chèvres, des vaches, la race des reins, et aussi quelques moutons maintenant que j'essaye de mettre un peu dans les vignes à l'automne et au printemps, et deux ânes aussi pour suivre le troupeau de chèvres, les petites chèvres, pour les protéger un peu des dangers de la nature. Et quelques poules aussi, je crois, et puis deux chiens qui seront très importants aujourd'hui. Tu peux me rappeler leur nom? Voilà, alors Kuja, la maman, et Naya, la fille, la jeune apprentie, deux chiens de berger qui m'aident à déplacer les chèvres dans toute la montagne. Et ça, ils sont très importants, ces chiens. Tout câlin d'ailleurs, ils nous ont fait une fête en arrivant. Effectivement, vous allez comprendre assez rapidement pourquoi ils sont importants ici pour vraiment comme aide à gérer ces troupeaux de chèvres dans des conditions parfois assez difficiles. Bon, là aujourd'hui, on a vraiment de la chance, on a un beau soleil, on est content. Alors, ce troupeau de chèvres, vu que tu nous as parlé de toutes les autres branches d'activité, là on est devant ce troupeau. Là, combien il y a à peu près de chèvres actuellement là? Là, j'en ai une quarantaine, ouais, avec un peu plus de 20 à traire. Et là, j'ai encore quelques chèvres qui ont des cabris un peu plus tardifs. Et ceux-là, ils vont être vendus ou élevés pour les chevrettes d'ici une ou deux semaines. Et je vais arriver à peu près 35 chèvres à traire pour la saison d'été ou après pour l'alpage, quoi. Voilà. Ouais, joli. Donc, je crois qu'on va aller un petit peu leur dire bonjour à ces cocolettes, ou bien. Ouais, ouais, on va aller les voir un peu plus près. Alors, je te suis. Et hop. Voilà, vous allez voir, pouvoir suivre en direct encore une petite traite du matin. C'est les dernières. Et voilà, Benoît arrive dans le parc, tout le monde rapplique au galop, même celle qui était toute tranquille Allez, viens. Allez, arrive. là. On va voir si elles connaissent. Ah, voilà. Ah, voilà. Alors tu traites toujours à la main? Ouais, toujours à la main, aussi à l'alpage. Et bon, j'ai imaginé installer des traites mobiles, mais bon, dans ces talus, c'est pas toujours évident. Alors c'est le meilleur système, quoi. Et à la fin, j'ai plus qu'à laver mes mains et mon bidon, et c'est fait. Voilà. Donc plus rapide aussi pour. Alors elles viennent en général les unes après les autres se faire traire, mais après les dernières qui ont un peu moins de lait, elles ont toujours un peu plus de peine à venir, quoi. Alors il faut aller les chercher à la fin, quoi. Alors le bidon, voilà. Mais elles attendent vraiment ça quand même. On voit que, ouais, surtout là au printemps. Voilà. Et puis là maintenant c'est la période maximum au niveau de la production du lait, le printemps ou bien c'est comment? Alors là, ça continue à monter. Et vraiment, le top, ça sera à l'alpage, quoi. Où là, elles sont plus dans les parcs, elles sont à bad, donc libres dans la montagne. Et là, elles vont vraiment manger toutes les petites fleurs de la montagne, toutes les petites plantes fraîches. Et alors là, le lait, il augmente encore pas mal. Donc, mois de juillet, vraiment le pic du lait, quoi. Ouais. Et le pic du lait juillet à l'alpage. Parce qu'effectivement, on a parlé des. Il faut vous imaginer que la ferme de base, elle est à 400 mètres, 300, 450 mètres, et puis tu montes à l'alpage jusqu'à. Jusqu'à 2000 mètres, même plus haut, les chèvres. Après,
La cabane d'alpage est à 2000 et les chèvres. La cabane d'alpage à 2000 et les chèvres plus haut qu'encore 2000. Donc voilà. Et ça, c'est quasiment tous les jours en saison. Alors, elle est où la deuxième? La blanche là-bas. Allez chercher la blanche. Allez chercher la blanche. D'ailleurs, c'est assez rigolo. On va en parler un petit peu aussi de ces. Je vais me mettre là. D'ailleurs, je me posais la question, parce que c'est vrai qu'on voit toutes les couleurs ici de robes de ces chèvres. Tu peux nous en dire un petit mot? Alors oui, on a celle dont je suis le plus fier, c'est les cols noirs du Valais, qui sont là-haut, avec donc le col noir et les longs poils. Et après, on a un peu toutes les races suisses, donc la chamoisée, la Toggenburg, la Saanen, un peu toutes croisées ensemble. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment la rusticité, des chèvres adaptées à la montagne, adaptées à la pâture de montagne et le lait aussi. Et voilà, aussi des chèvres avec un caractère assez doux, pas trop violentes entre elles ou, ou ça, quoi. Ouais. Donc un troupeau calme et voilà. Ouais. Donc c'est vraiment l'aspect rusticité, adaptation au milieu, qu'effectivement c'est pas du plat, et que c'est des herbes qui sont très différentes les unes des autres, effectivement. Enfin voilà, tu cherches vraiment une production, enfin en mélangeant les races, une certaine sécurité finalement aussi il y a toujours de la production, toujours des bêtes qui sont en train, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis aussi, quand elles vont dans les ronces, par exemple, il ne faut pas des tétines qui traînent par terre. Ouais, faut des chèvres aussi qui arrivent à se déplacer sur les distances dans la montagne, qui arrivent à suivre le troupeau, qui ont quand même un certain physique, quoi, aussi. Et aussi par rapport aux résistances aux parasites et ça, d'essayer de vraiment garder des chèvres résistantes, ouais, au maximum. Ouais. Parce qu'au niveau justement des soins vétérinaires, est-ce qu'il y a des traitements particuliers sur les chèvres, à quoi il faut faire vraiment attention quand on a comme ça un troupeau, on va dire professionnel, quoi? Ouais, je pense que le plus gros point, c'est vraiment les parasites, quoi. Donc, on essaie de chercher aussi un peu des solutions alternatives aux médecines vétérinaires, quoi. Donc là, en mettant plusieurs espèces, donc des ânes, des moutons, des chèvres ensemble, les parasites des différentes espèces s'éliminent entre eux, quoi. Donc c'est une des pistes qu'on exploite, par exemple. Après, on fait des traitements aussi avec des huiles essentielles aussi. On essaye des choses, voilà. On essaye. Et après c'est vrai que où ils se parasitent le plus, c'est à la fin de l'hiver, début du printemps. Mais après, à la montagne, il y a toute la médecine qu'il leur faut là-haut, quoi. Ouais. Parce que les plantes sont déjà, enfin la médecine est déjà dans le pâturage, tu dis. Ouais, exactement. Ouais. Joli. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est. Peut-être qu'après, vous allez voir, effectivement, la diversité des races, c'est assez intéressant. Puis le fait d'avoir un mélange, on pourrait faire des parallèles avec ce qu'on a vu en agriculture hier ou en viticulture, où il y a des gens qui mélangent les cépages ou les clones. Tu vois, c'est pas tous des clones ou de la sélection massale. Enfin, pour avoir toujours une résistance au milieu, puis au changement aussi. Il y a des années sèches, des années un peu plus humides. Bon, en Valais, c'est toujours assez sec. Tu me disais tout à l'heure que là, c'est des coteaux très secs. Ouais, ici c'est très très sec. L'été c'est tout brûlé, quoi, quasiment, quoi. L'herbe elle repousse que très peu et on n'a pas de moyen d'irriguer, quoi. Donc avant il y avait des bis, ils avaient un bélier, donc ils tiraient l'eau depuis la petite rivière de l'autre côté jusqu'en haut et ils arrosaient tout avec ces bis. Il y a encore des restes dans le pré, on en voit quelques-uns, mais actuellement non, il n'y a plus de moyen d'irriguer et donc on fait comme ça. Mais à l'époque, ils montaient, je pense, du bovin ici même. Oui, plutôt des vaches, ouais, à l'époque. Ouais. Et il y avait aussi des troupeaux de chèvres sur la commune de Comté, mais les vaches avaient les jolis prés et les chèvres mangeaient un peu le bord des routes, les talus, où n'allaient pas les vaches, quoi. Et maintenant, les vaches sont. Enfin, les vaches. J'ai entendu quelques cloches tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, il n'y a plus de vaches dans ces endroits, mais c'est un paradis pour les chèvres, en fait. C'est le paradis des chèvres. Ah non, elles sont contentes. Dès qu'on prend les chemins de la montagne, elles se réjouissent, elles savent ce qui les attend, quoi, ça c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est bon, on les a traités les deux là. Ouais, c'est bon, t'as tout fini. Alors, les deux qui restaient, hein, qui vous ont attendu, chers spectateurs de BioAgri en direct du Valais. Donc, on va vider ça. Et puis, effectivement, là, je vois qu'on passe déjà dans une partie qui est plus boisée en fait de ce pâturage. On voit qu'il y a aussi quelques arbustes qui ont été coupés, etc. Mais c'est quoi un peu les enjeux, enfin, le défi? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces endroits-là? Donc, essayer de limiter un peu l'embroussaillement, quoi.
Et voilà. Et tout ça après, vous l'avez peut-être vu avant tout à l'heure sur la table du démarrage, il y a toute une belle série de produits que tu fabriques avec ce lait. Oui, donc des fromages de chèvre frais, aux herbes, au poivre, au piment, ciboulette. Et après, pour l'alpage, enfin à l'alpage, on commence à faire des tomes aussi, parce que le lait augmente. Et là, on en vend tout l'automne, des tomes de chèvre d'alpage. Et puis toute la commercialisation, ça se passe en direct ou tu passes dans des magasins? Comment tu t'occupes de cette commercialisation? Ça fait quand même quelques fromages à vendre. Donc ouais, je travaille avec des petits magasins de proximité, aussi des restaurants, et j'en vends un peu aussi sur place, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, les promeneurs, mais bon, les fromages frais, c'est peut-être pas facile, mais les tomes ou comme ça? Après, on en vend aussi à l'alpage, donc pas sur notre alpage, mais sur l'alpage de Pointet à côté, où il y a un petit magasin de vente. Et là, on trouve un peu de tout. Voilà. Ouais. Et puis tu nous as parlé de ciboulette, d'autres épices que tu mets dessus. Enfin, ça, tu trouves aussi localement, en qualité bio aussi, ça se trouve ou bien c'est... Ah, je les produis moi-même, tout simplement. Donc ouais, la ciboulette, les piments, les herbes, le poivre, pas encore, mais, mais en tout cas, ouais, pour les trois là, c'est moi qui les produis. Ça, ce sera la deuxième phase de notre rencontre avec Benoît et toute son exploitation, sa ferme en plein d'étages différents. On va aussi parler un petit peu de ce qui est mis sur le fromage, mais ça c'est voilà. Et vous allez voir aussi qu'il y a toute une diversité incroyable, une agro-biodiversité comme on dit ici en Valais, entretenue, cultivée. Vous l'avez compris, il y a du job. Ça se fait pas tout seul. Même avec les deux chiens de troupeau, il y a de quoi faire. Mais on va regarder ces deux facettes de cette agriculture de montagne, les chèvres maintenant, et on va passer tout de suite là. On va aller voir ces plantes aromatiques. Mais vous imaginez bien qu'elles sont à un endroit un petit peu différent. Elles sont où ces plantes? Elles sont un peu plus bas, à mi-coteau, quoi, 800 mètres d'altitude à peu près. Et puis ici on était vers 1000, hein, t'as dit. Ici, on est autour de 1000 mètres. J'ai encore une parcelle au Miami, donc à 1300 mètres aussi de plantes aromatiques. Ouais. Ah ouais, en fait, on parle souvent de ça au Valais juste avant qu'on quitte ce lieu magique. Tu as une idée du nombre de parcelles que tu exploites ou bien la liste est trop longue pour dire parce que... Oh, il y a en tout cas 5 pages à connaître. Bon, après, il faut aussi comprendre que des parcelles comme ici, il y a peut-être 15 propriétaires différents, quoi. Donc, c'est ça qui complique aussi fortement certains projets, des fois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une des particularités du Valais, hein, si jamais c'est vraiment ce morcellement extrême avec des propriétaires. Mais maintenant, voilà, ça ressemble à une grande parcelle, mais en fait, se cachent peut-être 15 propriétaires différents qui ont une attache souvent très, très, très forte avec leur lopin de terre depuis des siècles, quoi, quelque part. Alors, est-ce qu'on continue? On descend alors un petit peu la bosse? Allons voir ça, ouais. On y va. Allons voir ça. On te suit. À tout à l'heure. On est redescendu d'un étage, toujours avec Benoît Uzer. On est à Pramplot, ici, à une altitude d'environ 800 mètres, comme on l'a dit avant. Et je vous assure, il y a quelque chose que malheureusement on n'arrive pas à faire passer, c'est l'odeur. Les odeurs. Peut-être les grillons, vous les entendez, mais avec, il y a une odeur extraordinaire. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a là autour de nous? On va regarder un petit peu cette production quand même bien typique aussi valaisanne. Voilà, alors là, on est au milieu d'un champ de lavande. Alors, l'odeur est... C'est un peu, mais c'est vrai qu'au mois de juillet, quand c'est tout en fleurs, c'est encore autre chose. Alors ouais, de la lavande, j'ai un peu de thym vulgaire là, de l'origan un peu plus haut, on le voit pas trop bien. Et après, bon, en général, je fais aussi du thym citronné, de la mélisse, la verveine, de la guimauve, des edelweiss, j'ai essayé aussi, moins concluant. et, et pas mal de plantes, quoi, l'origan, qu'est-ce que j'aurais oublié? Voilà. Écoute, ça fait pas mal déjà, je pense. Là, on voit une belle parcelle. On va un petit peu traverser après la parcelle pour aussi voir les différentes plantes qu'il y a. Par exemple, cette lavande là dont tu parlais au début, enfin, combien de temps ça peut rester comme ça? Est-ce que ça reste une année? C'est quoi comme plante en fait? Combien de temps tu peux récolter de la lavande sur ce champ, par exemple? Donc là, c'est une assez vieille culture, ouais, qui est en place depuis 6 ans en tout cas. Et alors là, on voit que ça fait vraiment des belles touffes, ça, mais bon, les premières années, c'est tout petit. Et après, ça dépend des plantes, quoi. Mais en général, on les garde 3-4 ans, les plantes pérennes, quoi. Et après, il y a les annuelles qui se replantent chaque année. Ouais. Ouais. Mais par exemple, plante pérenne, autre plante pérenne, si on arrive à se déplacer un petit peu, voilà. Donc ici, tu dis, est-ce qu'il y en avait sur les fromages là de chèvre? Il y en avait? Voilà,
c'est exactement celui-là qui était sur le fromage. En mélange avec d'autres plantes aussi. Il me semble que même à travers le petit plastique, on sentait l'odeur. Et là, ça, c'est la plante maintenant qui a vraiment une odeur assez incroyable, ce thym vulgaire. Et puis celui-là, aussi 3 4 années? 3-4 ans, ouais. Celui-là, il est déjà bien implanté aussi. Ouais. Il a fait des belles touffes. Là, ouais. Oui, on voit que ça fait des petits buissons, etc. J'imagine que aussi pour que ça s'implante bien, tu dois un peu. Il y a des cultures, là, on voit qu'il y a des champs qui vont être plantés, c'est ça? Ouais. Voilà, ouais. Donc ça, c'est une parcelle où je vais planter du thym aussi cette année. Ouais. Alors, les premières années, tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe, parce que j'imagine que ça, on voit là des belles lavandes, des thym qui sont bien établis. Mais au début, ça doit être quand même du boulot. Comment tu t'y prends pour que qu'elles prennent bien racine, ces plantes ici? Donc, ouais, c'est sûr, pas mal de désherbage, quoi. Beaucoup d'arrosage à la plantation. Bon, ici, on a de l'eau, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, et, et après, du soin de désherbage, entretien assez régulier pour les faire se développer au plus vite, créer une masse assez rapidement pour qu'elle couvre un peu le reste, quoi. Voilà. Donc, désherbage en agriculture biologique, bien sûr, sans herbicides. Mais là, on arrive à quantifier combien d'heures il faut, combien de personnes pour s'occuper de. Alors, c'est un boulot énorme, ouais. Après, moi, je jongle un peu, comme j'ai la vigne, j'ai une équipe d'employés pour la vigne avec qui je jongle un peu entre les plantes et la vigne en fonction des travaux saisonniers de la vigne, quoi. Donc c'est un peu le système. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage aussi. On peut penser que c'est compliqué de gérer plein de cultures différentes, mais finalement, par rapport au personnel, effectivement, quand il y a la bourre, on va dire, à la vigne, ça sera peut-être plus calme aux plantes, et puis vice-versa, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Après, au mois d'août, on commence à récolter les pommes, et après, les vendanges arrivent. Entre deux, on va un peu aux plantes, etc. Voilà. Donc je crois qu'il y a de quoi faire, quoi. Il y a de tout, ouais. Il y a de quoi s'amuser. Oh, on va continuer, tu vas nous montrer encore ça, c'est toujours du thym. Là, on est dans le thym citronné. Ah, thym citronné. Ok. Tu l'utilises à peu près la même, c'est les mêmes utilisations ou c'est. Donc en tisane, ouais. En tisane, après en cuisine, avec un poisson, ça peut être excellent aussi. C'est vrai. Même les chiens ont l'air d'apprécier. Hop. Alors, thym citronné. Ouais, ça fait quand même des belles quantités de plantes à entretenir, soigner, récolter. On va voir après sous quelle forme aussi on peut les trouver en fait. Ah voilà, une autre plante ici. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça? Alors ça, c'est la mélisse. Alors c'est une plante qu'on utilise en tisane aussi, très aromatique, un peu citronnée comme ça. Et voilà. Aussi qui reste la même chose, 3 4 ans en place ou bien plus court? Oui, ça c'est déjà une culture qui a 3 ans. Ouais. Ouais. Donc là, elle arrive un peu au bout. On voit qu'au bout d'un moment, la plante s'épuise aussi. Il faut la renouveler. Après, on essaie aussi d'alterner de faire tourner un peu les cultures, quoi. Alterner les plantes, mettre à différents endroits, quoi. Ouais, rotation de culture. D'avoir une rotation de culture, puis là tu regardes, enfin voilà, tu essaies d'alterner les familles botaniques, entre guillemets, quoi. Ouais, ah ouais, exactement. Ouais. Magnifique. Alors, Après, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que nous, on travaille tout à la main. Hein. On a, après, le défoncement du terrain, c'est avec le tracteur. Mais après, c'est désherbage avec le petit capion. Ouais. Aussi, la récolte, on fait tout au ciseau. Donc, nous, on cherche une qualité quand même très élevée, avec aucune feuille jaune, aucune mauvaise herbe. Vraiment un produit qualité, enfin, produit fini de qualité top. Voilà. Ouais. ah, effectivement, on le sent, mais on sent aussi qu'il y a beaucoup. Ouais, qualitativement très élevée. Alors là, on a posé justement dans la parcelle, on a posé quelques échantillons. Vous allez pouvoir les voir dans un moment. Donc, tu peux peut-être nous présenter. Ah bah oui, il y a des cultures. Bah, bien sûr, toutes les cultures ne sont pas présentes sur cette parcelle, vu que tu as plusieurs parcelles à plusieurs étages. On n'avait pas le temps d'aller toutes les voir. Donc là, tu peux nous présenter celle dont on n'a pas parlé, peut-être. Donc, la sauge, une plante que tout le monde connaît, je pense, purifiante. Et la verveine, une plante plus pour dormir la nuit, pour se relaxer. La menthe marocaine, la menthe, une plante qui est assez stimulante, quoi, donc une tisane du matin qui te donne de l'énergie pour la journée. Et la mélisse, donc celle qui est sous nos pieds, voilà. Un peu citronnée, mélisse citronnelle. Voilà.
Et ensuite, les petits pots d'aromatiques pour la cuisine, du romarin, du thym. Je fais aussi de l'origan, la sarriette, euh, voilà, différentes aromatiques. Ouais, donc, en fait, on sait aussi qu'un des très grands utilisateurs de plantes aromatiques bio en Valais, un des plus grands, c'est une firme qui fait des petits bonbons quand on a mal au cou. On n'a pas le droit de dire de la publicité. Mais donc, c'est quoi? En fait, toi, tu ne vends pas dans ces créneaux-là. Tu vends toute ta production sous ces formes-là, tisanes ou plantes préparées ou bien comment ça se passe, le commerce de toutes ces variétés de plantes, en fait? Donc ouais, au début, quand j'ai pensé à faire des plantes aromatiques, je me suis tourné vers eux. Et c'est vrai que j'étais pas refoulé, mais pas loin, parce qu'ils cherchent plutôt des gros producteurs, avec des grandes machines, très rentables, très mécaniques. Et finalement, j'ai trouvé un créneau dans une autre échelle de production, quoi, vraiment qualitative, et mettre en valeur aussi vraiment un produit fini comme il est là, quoi, voilà. Et c'est compliqué de vendre, parce que ça fait quelques centaines de kilos, quelques tonnes, je sais pas, non, centaines de kilos, j'imagine, d'herbe. Ben, enfin, on arrive, c'est possible. Enfin, sur les années maintenant que tu fais ça, ou tu as commencé petit, tu as agrandi, ou comment ça se passe en fait? Donc la vente directe, ça représente un 5 ou 10% pour le moment. Après, c'est toujours dans le but de développer de plus en plus, notamment avec l'ouverture d'un petit self-service en bas à Vétro à la ferme. Et sinon, après, j'ai quand même des clients aussi qui me prennent des grosses quantités, quoi, bien sûr. Ouais. Ah, c'est sûr qu'on peut faire plein de choses, des préparations aussi avec ce genre de plantes. Et vous le voyez aussi à côté, on a mis quand même, parce que c'est encore juste pas l'heure de l'apéro, mais presque, hein, mais effectivement, vu que, comme on l'a dit tout à l'heure, Benoît a plein d'activités, on n'a pas le temps. On parlera plus tard dans la journée de vignes, de viticulture, d'arboriculture tout à l'heure, mais tu peux nous parler un tout petit peu aussi, ce jus de pomme, qu'est-ce que tu le fais? T'en fais combien? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur ce jus de pomme? Alors, c'est un jus de pomme Gravenstein, avec de la variété Gravenstein. Donc, c'est des pommes qui se prêtent bien au jus de pomme, je trouve, parce que c'est cette petite acidité. Donc, qui est assez intéressante. Souvent, les jus de pommes trop sucrés, je trouve vite écœurants, quoi, où on les coupe avec de l'eau, par exemple. Et là, ça reste un jus de pomme assez vif, assez acide, voilà. Et donc, c'est une petite partie des pommes acides qu'on fait presser, quoi, qu'on fait mettre en bouteille pour la vente, quoi, voilà. Après, toujours à essayer d'augmenter toujours plus cette petite partie, quoi, et valoriser un peu mieux pas le déchet, parce que le produit est quand même intéressant au final, mais ce qu'on ne peut pas mettre au rayon, Calibre. etc., quoi, petites taches, voilà. Oui, c'est ça aussi qu'on a essayé de faire passer entre hier et aujourd'hui. C'est vraiment d'essayer de valoriser au maximum cette production agricole qui, quand même, c'est un défi hein, de produire en bio. Vous voyez aussi les conditions topographiques, etc. Donc, autant ne pas, comment dire, être comme tous les grands magasins qui, dès que la pomme est un peu trop petite ou trop grosse, ou alors qu'une mini tache du tavelure, par exemple, elle est écartée, voire même compostée. Hein. Je veux dire, ça, c'est ce qu'on essaie aussi de faire passer, surtout en bio, je veux dire, où il y a vraiment un soin incroyable pour produire ça, de jeter le minimum, et donc travailler par exemple avec des jus, voilà. Les herbes, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a différentes qualités d'herbes aromatiques ou est-ce qu'il y a différents standards? Qualité. Ouais, ou je sais pas, est-ce qu'il y a premier choix, deuxième choix? Moi, j'y connais rien, moi, en herbes aromatiques. Alors, par exemple, si on a un lot qui est un peu moins joli, comme la mélisse en fin de saison, qui est un peu jaune, ça, on a la possibilité de faire du sirop, par exemple, pour valoriser un peu ce produit qui est moins joli. Après aussi en distillation, si on a des plantes un peu moins belles, le résultat final, il reste quand même assez intéressant, quoi, en fonction des teneurs, en principe aromatique, principe actif, etc. Mais oui, il y a toujours des pistes de valorisation différentes pour une marchandise un peu moins belle. Voilà. Et ça, c'est aussi une des particularités en Valais où il y a vraiment, avec tous ces étages, avec toutes ces cultures différentes, justement la transformation, on parle des herbes, on parle, le lait, tu le fais toi-même, tu le transformes toi-même à la ferme, le jus de pomme, on parle de tout ça. Est-ce que justement, c'est parce que des fois, c'est ce qu'on voit dans nos campagnes, dans l'agriculture dite moderne, c'est qu'on a de la production, mais on n'a plus personne qui est capable de transformer, tu vois, de faire quelque chose avec. Il n'y a plus de pressoir à huile, il n'y a plus de pressoir à pomme. Donc ici, comment ça se passe, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables, enfin,
tu trouves des gens pour transformer tes produits justement qui ont un petit calibre, qui ne jouent pas, etc. Donc pour le jus de pomme, oui, après, parce que ça se fait quand même pas mal. Mais pour d'autres produits, c'est clair que c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est plus à moi de mettre en place, d'équiper des locaux et de mettre en place pour les transformations, quoi. Donc par exemple la fromagerie, j'ai acheté un container maintenant que je déplace depuis Vétro au Miami actuellement. Et après qui ira à l'alpage, qui suivra les chèvres un peu tout au long de la saison, quoi. Voilà. Donc c'est une fromagerie mobile en fait, dans un container fait pour. Sur une remorque, ouais. Exactement, qui me suit, quoi, qui suit le troupeau. Voilà. Et qui suit, donc qui passe de la plaine jusqu'à près de 2000 mètres. Vous l'avez compris tout à l'heure. Donc ça, c'est effectivement incroyable. Et puis l'autonomie, justement, je vois bien que dans ta démarche, quelque part, je ne sais pas si tu peux nous dire un petit mot, un peu comment tu vois, un petit peu, tu nous as bien décrit la situation actuelle, tout ce que tu fais ici comme activité, transformation, mise en valeur, mais un peu comment tu vois un petit peu l'avenir, en fait, déjà de ton exploitation, ta ferme, mais aussi un petit peu de l'agriculture en général, dans quel sens on pourrait aller, ou qu'est-ce que tu souhaites, en fait, un message un petit peu sur le futur, ou ton futur déjà, et puis le futur en général. Bah oui, je pense axer un petit peu plus sur la transformation, aussi sur la vente, quoi, vraiment retrouver ce contact avec la clientèle, puis la proximité, quoi, vraiment cet aspect-là que je trouve très important, que les gens puissent se fournir avec une production locale et savoir comment leurs agriculteurs travaillent, avec quelle méthode, et puissent être rassurés aussi sur ce qu'ils consomment, et puis être contents aussi de trouver des bons produits du terroir, avec une qualité, avec un goût, avec des odeurs exceptionnelles, quoi. Et après, enfin, pour l'agriculture en général, Vaste programme. très vaste programme, oui. Mais je pense il faut penser à exploiter avec plus de rationalité, quoi, en général, quoi, partout, quoi. Ouais, vraiment essayer de minimiser les dépenses d'énergie, les trajets, etc. De se concentrer vraiment sur des choses peut-être plus petites, mais plus rentables, mieux réfléchies, quoi. Ouais. Voilà. Plus efficaces, exactement. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est un des défis majeurs. Puis en plus, ici, vous l'avez compris, avec tous ces étages, et puis qui ont leurs spécificités, on ne fait pas les mêmes cultures en bas qu'en haut, qu'au milieu. Donc, je veux dire, effectivement, des unités peut-être plus compactes, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense pour toute l'agriculture suisse, mais en Valais, c'est le défi un peu ultime, en tout cas en Suisse romande. Dû au morcellement, quoi, c'est sûr que c'est sûr. Donc, effectivement, toi, sur ton domaine, tu es propriétaire de quelle partie des terres? C'est la moitié qui t'appartiennent, un tiers 10%? 30%, peut-être non, même pas. Parce que bon, les vignes, j'en ai un peu en propriété. Après, dans la montagne, c'est plein de propriétaires différents qui, suivant commande, ne sont même pas au courant qu'ils ont une propriété à cet endroit-là. Ils ont juste le papier classé au fond d'un classeur, quoi. Ouais. Ok, donc ouais, vous le voyez, bah, il y a encore du boulot, il y a du job pour qu'on arrive un petit peu à faire vivre cette agriculture, ces agriculteurs, agricultrices. On n'a pas parlé de ça, puis je pensais que c'est aussi important par rapport à la durabilité en général. Il y a la partie culture biologique, vente directe, commercialisation, mais il y a toute la partie travail. On a compris qu'il y avait beaucoup de travail dans ces parcelles, dans ces différentes cultures. Tu as parlé des équipes qui alternent entre la vigne, les plantes, etc. Donc tu as toujours quelque chose à leur faire faire. Mais ça représente combien de personnes, en fait, ou combien d'emplois finalement tu crées sur ta ferme? Donc à l'année, il y a 2 personnes qui ne travaillent pas le mois de décembre et de janvier, quoi. Et après, au top de la saison, disons au mois de juillet, on est 6 ou 7, enfin l'équipe de 6 ou 7, plus encore moi. Et ma femme qui m'aide aussi. Et voilà, un peu du monde qui gravite là autour. Ouais. Ouais, donc c'est ça qui est un peu impressionnant, puisqu'on peut dire aussi, c'est que aussi dans des situations de montagne comme ça, on peut vraiment créer de la valeur ajoutée, faire en vivre un ménage, c'est une chose, mais après aussi donner de l'emploi dans des régions où pas forcément, bon, on n'est pas tous à travailler à la Lonza, au Valais, il y a aussi des gens qui travaillent, même s'ils en cherchent, je crois, là-haut, mais on peut justement générer des choses avec ces circuits courts, avec cette vente directe, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot, mais je pense qu'on peut justement générer pas mal d'emplois, quoi. On parlait de la commercialisation tout à l'heure, on a vu les sachets d'épices, tout ça. Tu nous as parlé de la vente directe, ton projet de self-service
à la ferme en fait. Hein. Est-ce qu'il y a des systèmes, on en a parlé hier, on va en parler un peu tout à l'heure, de vente, comment ça s'appelle, des épiceries participatives ou des consommateurs qui se groupent pour acheter des produits. Est-ce que ça existe ça déjà en Valais? Oui, ça existe. Alors, oui. À Aya, on a un groupement de consommateurs qui nous commandent régulièrement des produits, quoi, par exemple. Ouais. Alors, oui, ça émerge un peu. Ouais. Après c'est des jolies initiatives, je trouve. Ouais. Ça, c'est des choses assez intéressantes. Donc, ils font des commandes groupées. Enfin, ils se mettent ensemble pour acheter des choses ou bien ils ont ouvert un magasin. Comment ça se passe ici? Donc, ouais, alors, eux, ils ont un local de dépôt, en fait, quoi. Et une fois par semaine, eh ben, ou quand ils commandent, on va leur livrer. Au lieu de livrer une personne un petit pot de romarin, ben, je livre voilà, une commande pour plusieurs personnes. Et du coup, ça vaut la peine que je me déplace, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, parce que tu parlais avant de la rationalité des exploitations. Effectivement, il faut bien s'imaginer avec ces déplacements, si on peut déjà se grouper. Et ça, je pense que c'est une force aussi. On vit une période aussi, les gens, comme tu l'as dit, je crois, tu sais, justement, les gens recherchent un peu ce lien, savoir comment c'est produit, par qui et où c'est produit. Et ça, c'est une chance pour toute l'agriculture suisse, je dirais. Puis les bios sont peut-être un tout petit peu précurseurs là-dedans parce qu'ils ont toujours cherché le contact en direct avec les gens pour aussi faire comprendre leur mode de fonctionner, en fait. Et puis maintenant qu'on a des groupements de consommateurs qui aussi s'intéressent à faire des commandes, je pense que ça peut permettre aussi encore au marché de se développer. Et toi, tu sens pas qu'actuellement, tu produis trop de quelque chose, enfin, ou comment ça se passe au niveau... Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont bloqués, bouchés pour toi ou tous? Non, disons, par exemple, hein, les fromages et chèvres, je vends ça entre Sion et Ardon, quoi. Donc, à un rayon de proximité de 10 km, quoi. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, quoi. Donc, si vraiment j'aurais un peu trop, c'est clair qu'il faut que j'aille démarcher un peu plus loin. Après, mais c'est pas le but non plus d'aller livrer trop loin, quoi. Et puis, vraiment aussi le but d'ouvrir ce self, c'est que tous les gens qui me demandent, ah, mais où on peut trouver tes produits, qu'ils puissent les trouver directement à la source de la production, quoi. Voilà. C'est ça, on n'a malheureusement pas le temps d'aller voir effectivement les aménagements qui sont en train d'être faits. Donc si vous passez par la région de Vétro chez Benoît User, vous trouvez ça, c'est assez facile à trouver pour s'arrêter. Ça, tu penses ça va où? Parce que ça prend du temps quand même d'ouvrir un nouveau magasin. Enfin, ça sera ouvert quand? Bonne question. Non, j'ai pris un peu de retard. C'est vrai que maintenant les cultures elles commencent aussi. On est pas mal dans le vif là, mais j'espère d'ici un mois pour commencer à accueillir les premiers clients. J'espère. C'est On va magnifique. faire en sorte. Ouais. Et c'est vrai que ça va être aussi plus tard dans la matinée, aussi un thème qu'on va aborder, les différentes sortes de ventes directes. Là, j'en ai abordé une un peu collective avec ces consommateurs qui se prennent en charge et puis aussi font un acte finalement citoyen en se mettant ensemble pour faire des commandes. C'est ça qu'on cherche. Et puis, on va voir qu'il y a plein de méthodes à faire. Mais visiblement, si je t'entends bien, en fait, tu n'as pas peur d'une concurrence. Enfin, il n'y a pas non plus un excédent. Il y a de la place encore pour d'autres pour faire ce genre de circuit court, comme on dit, donc le plus proche du consommateur possible. Bien sûr qu'il y a de la place. Après, il faut savoir aller chercher les clients aussi, je pense. Mais de la place, il y en a, quoi. Et avec une belle agriculture, avec des beaux produits, il y a toujours un succès à la clé, je pense. Mhm. Ouais. Bah, merci. Je pense que c'est vraiment une belle philosophie finalement. Euh, oui. Une belle philosophie, je disais, de pouvoir comme ça mettre en valeur en fait, ces terrains qui peut-être sont qui sont peut-être parfois non plus inexploités. On n'a pas pu aller tout en haut, il y a encore de la neige, j'imagine, tout en haut, mais j'imagine qu'il y a aussi les alpages, des fois, se referment, enfin, il y a la forêt qui reprend le dessus, etc. Donc, c'est quand même un sacré boulot que vous faites là, sur tous ces étages. Toi, vous êtes combien d'agriculteurs encore actifs dans ton village, si on veut, à peu près, quoi? Euh, une vingtaine, je pense, hein, quoi, quand même, ouais, même peut-être un poil plus. Et puis, ouais, dans ces 20, qui, souvent en Valais, on sait, hein, c'est connu, les gens ont plusieurs activités, mais c'est des paysans à plein temps ou à temps partiel? Quand même des paysans à plein temps, je pense, ouais. Après, ouais, il y a tout, il y a tout. Il y a de tout. Ouais, c'est dur à Ouais, répondre à ouais. la question, quoi. Ouais. Ben, c'était la question qu'il fallait poser parce qu'effectivement, on le sait très bien, c'est quelque chose de typique valaisan, c'est double actif aussi.
Après, ce qu'on peut dire, ouais, d'ajouter des activités annexes à une exploitation, faire du bois à côté, ou faire des plantes aromatiques, ou déjà produire un produit et le vendre, ben, ça nous permet de vivre, pas seulement compter sur des subsides et voilà, produire quelque chose, quoi. Je pense que c'est important, quoi, et valoriser son produit, et c'est aussi pour soi-même, c'est aussi valorisant. Ouais, merci Benoît. Je crois que tu as bien réussi à nous faire passer ce message. Valoriser soi-même, aller le plus proche du client, faire du produit de qualité, c'est aussi l'avenir. Donc, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce matin. Et puis, bonne suite de saison. Bah de rien, c'était avec plaisir. Ok.